Bonjour à tous. Bienvenue à ce Café Histoire, malgré les embouteillages en ville et la période qui est un peu festive. Terre, matière et esthétique, je pense que il est important que je définisse d'abord mon rôle de designer. C'est quoi un designer? Et en quoi je ne serai pas, peut-être pas la personne la plus légitime à parler de la Terre, mais je vais essayer de partager ce que mes recherches ont pu donner autour de cette matière. En tant que designer, je suis un funambule entre les disciplines, un peu entre l'historien, l'archéologue, l'ingénieur, l'architecte, sans pour autant prétendre avoir leurs connaissances pour parler de la chronologie de l'adoption de la terre comme matière de construction, parler de la construction en terre en tant qu'architecte, ni encore parler des propriétés très techniques de la terre. Les connaissances ne sont pas exhaustives, mais ça reste quand même un champ propice à l'innovation, un champ propice à la création. Je me trouve entre toutes ces disciplines et comme Michael a énoncé tout à l'heure, un designer qui est entre la pensée et le faire, entre le passé, le présent et le futur. Terre ou tagne, c'est une matière qui a été utilisée depuis des millénaires dans la construction d'habitats et qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Nous allons en parler un peu plus tard. La Terre, c'est chez les Malgaches, c'est la planète. La Terre, c'est l'habitat. La Terre occupe l'imaginaire. La Terre est présente dans les objets, dans la création autant artistique que littéraire. Mais la Terre, c'est aussi la patrie, parce qu'elle résonne dans l'hymne national malgache, Rita Ninjazane Malalao, la terre de nos ancêtres chéris. C'est dans cette optique que nous allons aborder donc la Terre aujourd'hui en tant que matière, la Terre que nous habitons. Il est normal qu'on parle d'architecture parce que l'exposition parle justement de ces questions, des questions d'habiter. La terre est le matériau premier, je dis premier mais pas primitif parce que parfois primitif et péjoratif, c'est le matériau premier pour l'architecture traditionnelle utilisée depuis l'Antiquité, mais qui connaît un regain d'intérêt malgré la bétonisation de l'architecture initiée vers le XXe siècle, au XXIe siècle. Maintenant, on adopte de plus en plus l'architecture en terre. Et cette adoption a valu à la construction en terre justement une consécration par l'UNESCO, parce qu'il y a un programme mondial, un programme du patrimoine mondial pour l'architecture de terre. Et le premier, on voit juste à côté de l'image, peut-être tu peux passer, voilà, l'architecture en terre chez les Bouas du Mali. C'est parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO en ce qui concerne la construction en terre donc. Et les architectures en terre représentent environ 15% du patrimoine de l'UNESCO. Ici, un petit extrait du texte du programme du patrimoine mondial pour l'architecture de terre. L'architecture de terre est l'une des expressions les plus originales et les plus puissantes de notre capacité à créer un environnement construit avec des ressources locales facilement disponibles. Quand j'évoquais tout à l'heure, c'était présent depuis l'Antiquité, autant ailleurs qu'à Madagascar. Là, on a habité la terre à l'intérieur de la terre, on a creusé à même la terre. Mais aussi, on a l'architecture rupestre de Tenk qui est une découverte archéologique récente, c'est à Madagascar, pour dire que nous faisons partie de la marche mondiale vers de l'évolution
mais on n'est pas isolé. On est certes sur une île, mais on n'est pas isolé pour des questions d'évolution, des questions d'architecture en terre. Voilà en ce qui concerne l'Antiquité, mais l'architecture contemporaine s'intéresse davantage à cette terre, mais c'est aussi le matériau du futur. Vous avez ici une illustration d'une installation de Tausaina Lab et du studio Ikai qui était installé à la Tana Design Week de 2023. On a vraiment l'utilisation de la brique, de la bauge, qui est juste ici. Mais c'est une architecture, c'est une installation architecturale qui expérimente toutes les potentialités constructives de la Terre. Donc, c'est quelque chose qui nous accompagne vers la transition écologique. C'est quelque chose qui a une diversité en termes de construction, parce qu'on connaît tellement la brique, mais il y a aussi la brique de terre compressée, torchis, pisé, bauge. Et chez les Malgaches, c'est la construction traditionnelle malgache. On a le Rutspet, Tuvapet, qui font partie de nos connaissances en matière de manipulation et d'ingénierie de la terre. Sans pour autant prétendre être un ingénieur, mais cet intérêt vient du fait que la Terre possède des valeurs hygrométriques. Elle restitue autant la fraîcheur que la chaleur selon ce qu'elle a emmagasiné. Donc si elle a emmagasiné la fraîcheur, elle va la restituer. Si elle a emmagasiné la chaleur, elle va la restituer. C'est pour cette raison que de plus en plus d'architectes se tournent vers cette matière pour la construction de demain. Ici donc l'installation que je vous ai illustrée tout à l'heure, mais ce n'est pas qu'à Madagascar, c'est aussi ailleurs dans le monde. Ici Francis Diébé Dokere, qui est un architecte burkinabé, qui privilégie justement la construction en terre. Et là c'est la maison des médecins qu'il a construit à Gando, dans son village. Et à côté, nous avons la bibliothèque présidentielle qui est à Djobour, toujours avec cette construction en terre, conçue par l'architecte David Adjaye. Et à Madagascar, on a le collectif Tausaina Lab qui privilégie cette construction en terre parce que c'est un matériau biosourcé. C'est un matériau flexible, modulable et qui peut être conjugué de plusieurs manières. Mais c'est un matériau qui est très présent dans notre culture. Là, Tausaina Lab propose une nouvelle lecture, de nouvelles typologies de l'architecture en terre donc pour la construction d'habitat. Cette proposition a été primée lors du concours Funenan en 2023. Voilà en ce qui concerne l'architecture. Là, on va passer plutôt vers le côté très, très créatif. C'est-à-dire, tout à l'heure, on a habité la Terre. On a habité la Terre en la creusant à travers l'architecture rupestre, mais on a habité la Terre avec les constructions en pisé. Maintenant, la Terre nous habite aussi. Je pense que tout Malgache est habité par la Terre parce qu'il y a toujours un appel de la Terre quelque part. Un appel qui est très présent dans l'imaginaire, parce qu'on a un rapport très poétique et très sensible à cette terre. Le Tanjasan, c'est un rapport très viscéral, avec un attachement très viscéral donc à ce Tanjasan, parce que dès la naissance de l'individu, on enfouit le Tavoun dans la terre, et quand on rejoindra les Razan, on sera aussi enfoui dans cette terre. Donc, c'est très présent dans notre culture, autant quand on est vivant, autant qu'on accède au statut de Razan. Parlons plutôt de choses beaucoup plus joyeuses, peut-être, mais pas si joyeuses que ça. C'est la présence de la terre dans la création artistique. Bardzon, je pense que vous connaissez, la plupart connaissent Bardzon. C'est un couple mythique malgache.
et qui a écrit une chanson qui s'appelle Vourno. Barzone chantait Vourno, c'est la nostalgie de la terre. Et cette nostalgie, ils ont exprimé à travers cette chanson, mais c'est pas seulement cette chanson qui parle de la nostalgie de la terre. Je pense que chaque Malgache qui part à l'étranger, je ne sais plus maintenant si on le fait, mais avant on leur disait de ramener un petit bout de terre dans une fiole. Mais ceux qui viennent d'ailleurs aussi, s'ils partent en vacances à l'intérieur de Madagascar même, ils ramènent un bout de la terre qu'ils ont foulé quelque part. Donc on a ce rapport très attaché, très fort avec la terre, qui est dans la chanson, mais aussi qui est dans la littérature. On a ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de ramener un bout de terre, c'est dans un roman de Michel Racoudson. On peut retrouver ce roman, mais aujourd'hui j'attire l'attention sur le roman de Anjan Jain, de Douleur, la terre gémit. C'est un livre qui avait été écrit initialement en malgache, Mitarainantan. C'est un roman qui fait référence à une époque difficile pour l'île et qui s'étend de la royauté à la colonisation. Mais c'est un roman qui, somme toute, continue de résonner dans la contemporanéité parce que ce qui est évoqué dans ce livre résonne aujourd'hui dans notre quotidien. On continue de ressentir, on continue de... La terre continue de gémir de douleur aujourd'hui. Et c'est pas que dans la chanson ou dans la littérature que la terre inspire, elle inspire aussi les peintres. Ici, particulièrement, je parle de Nzien Ratuvnirin, qui a fait toute une série d'œuvres où elle a utilisé la territe dans sa création. Et donc, une sélection particulière qui est intitulée La cantatrice bleue. Elle a un hommage à Mama San, qui est une artiste malgache. Et donc, la terre est très présente dans l'imaginaire, mais aussi dans toute sa matérialité. Dans une dimension onirique de la terre, elle est très présente. Cette terre qu'on chante, peut-être elle est loin, mais elle est tout près aussi. Et cette terre qu'on manipule, qu'on façonne. Et on peut continuer. Là, je vais parler de Dieudonné, Dieudonné Razavnzatouf, qui travaille la terre, autant la labourer, et qui utilise cette terre aussi dans ses créations. Je ne sais pas qui parmi vous a déjà visité son site à Mboumanamboul, et je vous invite vraiment à aller visiter parce que c'est l'expression même du design, en fait, ce que Dieudonné est en train de mener sur son sol, parce qu'il y a toute une dimension écosystémique de la création. Il y a l'école où il éduque des enfants et où il les éduque justement à se reconnecter avec la terre, ce que la terre a à nous donner. Mais en même temps, il y a un travail sur la création de ces objets en métal recyclé et où il utilise la latérite utilisée par Vunzinen tout à l'heure pour stopper le processus de rouille du métal. Donc il y a toute une potentialité de la terre. Là, je vous ai montré toute la potentialité créative et toute la potentialité constructive et aussi une potentialité protectrice de cette terre, quelque part, où on revient. C'est un va-et-vient donc entre l'immatériel et le matériel, notre rapport à cette terre. Voilà en ce qui concerne la terre qui nous habite, mais la terre est aussi une matière que nous façonnons, mais en même temps une matière qui nous façonne. Sur la terre peut-être, c'est un peu en lien avec le travail de Dieudonné, c'est
C'est une question d'abondance. Si quelque chose est abondant, c'est parce qu'on a bien labouré la terre. Et donc, on a bien travaillé la terre, on a bien travaillé si on récolte, si on a une récolte abondante. Je vais faire un petit bond sur cette question de la terre comme matière et esthétique. C'est une matière à revitaliser, le patrimoine culturel malgache. Vous avez ici une illustration d'un travail qui a été fait sur les Afmanir. Je ne sais pas qui parmi vous connaissent. C'est un peuple un peu dans le sud d'Antananarivo. C'est toujours sur les hautes terres, mais c'est un patrimoine de l'UNESCO. Je vois qu'il y a des connaisseurs entre Antoué, Tchatsakaïv et tous les villages à côté. Ici, le travail de la terre a coulé de source, dans le sens où, en tant que designer, je m'évertue à travailler sur le contexte d'abord, à réfléchir sur le contexte. C'est quoi d'abord le Zafmanir? C'est un patrimoine de l'UNESCO d'abord, mais c'est aussi l'expression d'un rêve, parce que Zafmanir, c'est les enfants qui désirent. Et donc, c'est très lié au rêve. Ce rêve est inscrit dans une matière très solide et figée dans cette matière solide, donc, qui est le bois. Et la question en tant que designer, si en raison de la déforestation, il venait à ne plus avoir de bois, sur quel support, sur quel médium les Afmanir peuvent perpétuer leur travail de retrait de matière, de sculpture donc. Et c'est pour cette raison que la terre s'est imposée d'elle-même. Pourquoi pas de broderie Zafmanir? Parce que c'est un rajout de matière sur quelque chose de très fluide. Le Zafmanir, c'est quelque chose de très solide, très ancré et qui fige ce rêve dans la matérialité. Et donc, je me suis orienté vers la terre de façon très naturelle. C'est peut-être le lien très viscéral qu'on a avec la terre qui m'a conduit vers cette matière peut-être. Mais ça exprime aussi un lien indéfectible entre le patrimoine culturel qui est le Zafmanir et le patrimoine naturel, c'est-à-dire la forêt qu'on a et qui est en train de partir en fumée jour après jour, année après année. Et donc, pour revitaliser un patrimoine culturel et naturel, il y a eu ce glissement vers la terre quelque part. La poterie est quelque chose de très présent dans la culture malgache. Ici, nous avons des illustrations d'une femme bar qui manipule la terre. Peut-être on peut croire qu'on n'a pas une culture de la céramique, mais c'est une matière qu'on utilise dans les objets du quotidien. C'est une matière qu'on utilise pour construire, tel qu'évoqué précédemment. Et ce n'est pas seulement sur les hautes terres qu'on manipule, qu'on façonne la terre, et ce n'est pas seulement sur les hautes terres que la terre nous façonne, mais aussi sur toute l'étendue de l'île. Ici, nous avons un travail, un mélange de terre, de l'argile volcanique d'Antsirabé avec l'argile d'Alassour. C'est une argile volcanique qui est utilisée normalement pour soigner et qui n'a jamais été utilisée dans la céramique. Mais là, en tant que designer qui travaille la revitalisation de patrimoine, on re-questionne le travail de l'artisan potier. On l'amène à expérimenter d'autres matières, d'autres techniques. Ça a été un challenge parce que toutes les terres ne sont pas pareilles. Cette argile volcanique a une odeur très soufreuse et c'est très rugueux. Mais on a fait le défi de travailler cette terre dans la poterie avec l'artisan.
Ici, vous voyez la terre très noire. Initialement, elle est noire. C'est pas, la photo n'a pas été transformée en noir et blanc, mais c'est vraiment la terre qui est noire comme ça. Et en fait, on pense pouvoir façonner la terre, mais parfois elle n'en fait qu'à sa tête. Le résultat est juste à côté. Une fois que la terre a été cuite, elle revient à cette couleur rouge, terre rouge, tanmena, vultani. Peut-être, je ne vais pas m'étaler sur ce travail de revitalisation d'un autre patrimoine. C'est une série de 7 assiettes sculpturales inspirées de l'assiette d'Anjanampunmirn qui est en argile patinée de graphite. Ceux qui ont pu aller visiter le Ruva d'Ambuymang peuvent aller voir ces assiettes du roi. On ne peut pas les prendre en photo, on peut juste les imaginer. Et puis, en tant que designer qui veut travailler dans le temps présent, j'expérimente un peu comment cette assiette aurait pu évoluer si on a continué à manger à même le sol. Il y a une dimension sacrée de la nourriture qui fait qu'on a ce petit empiètement dans l'assiette d'Anjanampunmirn. Il y a un petit empiètement et on mange à même le sol, mais la nourriture a une dimension sacrée. C'est pour cette raison qu'il y a ce petit empiètement. Je ne vais pas m'étaler trop là-dessus. Je pense que pour terminer, je nous invite à tous à nous souvenir d'avoir façonné la terre quand on était enfant, en petits gâteaux, en dînettes. On a eu tant d'histoires qui a été écrites, on a tant d'histoires à raconter sur la terre, mais je pense qu'on a aussi tant d'histoires à écrire encore. Merci.